Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Jeunesse Notre Active. Je suis Mathéo Yanni et aujourd'hui avec Marine Imbert, nous allons parler de démocratie et plus précisément de participation électorale. Oui Mathéo, on a tous en mémoire en mai dernier le taux de participation aux votations qui avait atteint un niveau historiquement bas de 28,2%. Il faut remonter à 1999 pour retrouver un taux de participation aussi bas pour des votations cantonales. De manière générale, le taux d'abstention gagne du terrain et celui des jeunes atteint des records. Alors, est-ce que la démocratie directe elle est en train de s'affaiblir, comme se demande le Conseil d'État? Est-ce que les gens en ont marre de voter, mais aussi comment encourager la participation des citoyens? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Victor Sanchez, politologue à l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève et coordinateur d'innovation démocratique. Bienvenue Victor. Merci Mathéo. On a aussi le plaisir d'accueillir Stéphane Garcia, secrétaire général de l'association Et pourquoi pas. Bienvenue. Merci Marine. Alors, ouvrons le débat tout de suite avec une question un peu provocante. Mais voilà, aujourd'hui, une minorité vote. Alors, notre démocratie, est-ce qu'elle est à bout de souffle? Je commence par Victor peut-être. Alors, c'est une question difficile. Qu'est-ce que notre démocratie? En Suisse, clairement, on a une situation qui est très différente du reste du monde où on peut considérer que le modèle classique de démocratie représentative est, lui, en crise. En Suisse, ayant des mécanismes de démocratie directe, cette situation est mitigée au sens où on ne rencontre pas une crise profonde, mais on a des indicateurs relativement inquiétants. Vous mentionnez le fait qu'une minorité vote. Pour moi et pour d'autres politologues, c'est pas forcément l'indicateur le plus inquiétant. On va en discuter, présenter quelques chiffres sur quelle est la situation réelle de l'abstention. Pour moi, en Suisse, néanmoins, on est quand même affecté par des phénomènes qui affectent le monde dans sa globalité, qui sont beaucoup plus inquiétants, comme une forte polarisation entre les électeurs et au sein de la classe politique, des fake news, où c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est une information valide ou pas, et donc c'est très difficile de se forger une opinion et de se prononcer politiquement, et un débat public qui commence à perdre en qualité, chose liée également à la polarisation. Et dernier élément, je pense, et ça affecte l'ensemble du monde, qu'on s'est satisfait du modèle qu'on avait, soit de démocratie représentative dans l'ensemble du monde, soit de démocratie semi-directe en Suisse, et on n'a pas travaillé à innover constamment, renforcer notre démocratie. On s'est un peu reposé sur nos lauriers et ça, pour moi, c'est un enjeu principal au sens où on investit beaucoup dans l'innovation dans plein de domaines. Mais pour ce qui est de la démocratie qui est en fait au cœur de notre société, qui infuse tous les domaines de la société, là, on a très peu investi dans une amélioration constante. Et ça, pour moi, quelque part, c'est aussi un indicateur de crise future, peut-être. Crise future, vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Garcia? Il faut être attentif à soigner l'objet, ou l'outil, hein. L'outil démocratique, ça a été, le fruit de luttes, sociales, politiques pendant longtemps. On l'a obtenu, on l'a amélioré, mais en effet, il faut penser à l'avenir et à redonner un petit peu plus d'oxygène peut-être à cet outil que certains décrivent comme, à bout de souffle. Si on regarde la participation en Suisse, bien sûr, c'est l'un des indicateurs, mais disons quantitatif. Qualitativement, on peut encore en discuter, bien sûr, Victor, mais si on regarde depuis les années 50, on a un taux de participation moyen qui est assez stable à 45%. Alors 45%, c'est pas satisfaisant, hein, évidemment, mais enfin, dans les années 50, on votait pas plus qu'aujourd'hui, en vérité. Donc il faut quand même se rappeler ça. Dans les années 70 jusque dans les années 90, on votait même moins qu'aujourd'hui. Donc le taux de participation, même s'il n'est pas idéal, reste relativement stable et ça montre quand même une certaine adhésion, de la population au modèle démocratique, à l'outil démocratique. Ce taux que vous parlez, ça concerne la Suisse ou c'est à Genève? C'est les taux fédéraux, Ok. notamment pour les votations fédérales. Maintenant, si on regarde à Genève, alors on est un peu moins de 45%, on est plutôt aux alentours de 37-40% sur ces 50 dernières années. Mais là encore, c'est tout à fait stable, on ne constate pas d'érosion, au contraire. Depuis une quinzaine d'années, il y a plutôt même une croissance de la participation faible, mais de 2-3 points quand même. Alors, ça reste quand même une minorité aujourd'hui, c'est moins de 50%.
La question qu'on peut se poser, d'accord, ce sont des données, quantitatives, mais une faible participation, ça rend moins crédible ou moins légitime des décisions politiques. Enfin voilà, il y a 36 de personnes qui ont voté, est-ce que ça décrédibilise un petit peu une votation? Bon, l'abstentionnisme est un problème. Il faut lutter contre ce problème, c'est clair. Mais il faut aussi analyser ce qu'il y a concrètement derrière cet abstentionnisme. Dans le sens où on vote souvent en Suisse. En votant aussi souvent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui participent de temps en temps aux votations. Donc ce ne sont pas des abstentionnistes purs. Par contre, évidemment, le taux de participation évolue en fonction de facteurs divers comme l'intérêt de la votation, sa médiatisation, l'intensité du débat, le temps qu'il fait. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui influent sur le taux de vote. Mais de manière générale, quand même, beaucoup de gens, les trois quarts en tout cas, votent sporadiquement et donc s'expriment et légitiment aussi les décisions qui sont prises de cette manière-là. Peut-être si je peux ajouter un complément par rapport à ça. Donc, on a une grande partie de la population qui est votant occasionnel ou sélectif en fonction des objets. La part d'abstentionnisme chronique, donc plus on considère une longue période de temps, plus elle se réduit. Mais on considère que sur à peu près 30 votations fédérales, elle est de moins de 10%. Donc, moins de 10% des gens sont des abstentionnistes chroniques. Lorsqu'on voit les taux de participation pour une élection, on se dit 40-45% de la population a voté, il faut toujours considérer que lors de la prochaine élection, les 40-45%, ce sera peut-être d'autres personnes. Et autre fait intéressant, ceux qui votent constamment sur 30 votations fédérales, c'est aussi moins de 10%. Donc on n'a pas forcément un gros pool de la population qui vote tout le temps sur tous les objets. Donc il faut relativiser l'abstentionnisme. Et par rapport à l'enjeu pour la légitimité, on pourrait se dire que si on a un abstentionnisme important, voire chronique, ça pourrait affaiblir la légitimité des décisions. Mais je crois que le problème, il est pas tellement là. C'est plus s'il y a des catégories de la population qui se retrouvent constamment, par exemple les jeunes, les résidents étrangers, on peut le voir aussi, les femmes votent relativement moins que les hommes. S'il y a des catégories de la population qui se retrouvent dans la position où finalement il y a des obstacles, qui soient formels ou informels, à la participation et qui se retrouvent constamment dans le camp de ceux qui votent le moins. Ça, ce serait problématique. Mais juste ce taux de 10% donc, que tu as mentionné, est-ce que c'est par le passé, il était plus bas, ou on en sait davantage sur ça? Alors, effectivement, il y a eu une baisse de participation, comme le disait très bien Stéphane. Moi, j'ai des chiffres un petit peu différents, mais disons qu'il y a eu une baisse. Je vous montre ce graphique-là. On votait relativement beaucoup au début du XXe siècle. Et puis après, autour des années 50, ça commence à descendre, avec une stabilisation fin des années 80, années 90. Et vous voyez aussi qu'on élisait plus et on votait moins pour des objets, des initiatives, des référendums. Et là, finalement, on arrive à une stabilisation pour les deux autour de 45%. Donc, depuis une trentaine d'années, c'est relativement stable. Ça stabilise, mais ça s'améliore pas. C'est ça. La question, c'est, faut-il améliorer ça? Donc, est-ce que c'est l'enjeu principal ou est-ce que peut-être il y en a d'autres? Ah bien. Mais est-ce que vous voyez quand même, une raison principale pourquoi il y a certains citoyens quand même qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a trop de votations? Est-ce que les sujets sont trop complexes ou c'est juste de la lassitude? C'est souvent des arguments qui sont, ramenés un peu sur la table pour expliquer, cette abstention. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, il y a de ça, la complexité, le nombre, tout ça, ça compte, mais c'est multifactoriel, comme on dit. Il y a diverses raisons qui interviennent. Hem, ce qui compte, je crois, vraiment, c'est qu'on puisse entretenir un débat public de qualité, qui permette aux gens d'entendre qu'ils sont concernés par les sujets de votation. Hem Et on voit qu'il y a des pics de participation lorsque les enjeux sont bien médiatisés, que les gens se sentent concernés. Donc là, il y a un enjeu qualitatif, et je rejoins évidemment ce que tu disais, Victor, en début d'entretien, en lien avec la qualité de l'information, la qualité du débat public. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut entretenir pour que toute personne qui a le droit de vote
se sentent vraiment concernés par les enjeux et Dieu sait qu'ils sont importants aujourd'hui, hein. On décide, de choses qui vont impacter, l'avenir peut-être plus que jamais, dans l'histoire de la démocratie suisse, que les gens comprennent ces enjeux et se sentent, appelés à exprimer leur voix parce que c'est aussi ça qui crée la démocratie et la cohésion nationale. Mmh. Peut-être si je peux rajouter, il y a aussi l'élément qui est que, finalement, qui ne dit mot consent dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le fait que certaines personnes ne votent pas, c'est aussi peut-être soit que l'objet ne les intéresse pas, ou en tout cas, ils n'ont pas une opposition suffisamment forte pour se dire: «Je dois aller voter». Donc il peut y avoir une indifférence par rapport à certains objets ou une sorte d'accord tacite et de confiance, envers le reste de la population et envers l'élite politique. On est quand même dans un système aussi de démocratie représentative où, bah, finalement, on délègue une part de pouvoir et Mmh. voilà, on suit les positions, des partis. Donc voilà, c'est le fait que certaines personnes disons que si les gens étaient complètement opposés, becs et ongles sur un objet, probablement qu'ils se mobiliseraient davantage. Je rebondis juste là-dessus, mais il y a quand même cette possibilité de voter blanc. Ça pourrait être aussi une solution. Enfin, il pourrait quand même s'exprimer en votant blanc plutôt que s'abstenir totalement, sans forcément, être pour, contre, mais en tout cas, peut-être, montrer qu'ils ont de la chance peut-être de pouvoir être dans ce système On démocratique pourrait en votant blanc. interpréter le vote blanc de 2 manières. Soit ils n'ont pas d'avis ou ils n'ont pas réussi à se former un avis, soit c'est une manière de dire: «Les propositions qui sont sur la table, les 2 ne me conviennent pas». Je ne sais pas si réellement le vote blanc a une part suffisamment importante pour qu'on en tire ce Mmh. type de conclusion. Et ce qui est intéressant, mais on l'a tous pratiqué quand on reçoit le bulletin. Regardez là, par exemple, pour la votation du, 28 septembre, Ouais. 2 objets fédéraux, 9 objets cantonaux, une élection complémentaire, j'ai pesé l'enveloppe, elle fait 180 grammes. Bon, déjà ça peut effrayer certaines personnes. C'est sûr qu'en tout cas, c'est exigeant. Il va falloir qu'on ouvre l'enveloppe, qu'on comprenne, qu'on cherche, peut-être qu'on aille se renseigner, qu'on suive des débats. C'est là aussi, un obstacle pour pas mal de personnes et qui se disent: «Ah mais moi, je me sens pas légitime» ou «J'ai pas le temps» et cetera. Mais il y a aussi des gens qui se disent: «Bon, bah, je vais voter effectivement, mais je vais voter uniquement sur les quelques objets pour lesquels j'ai une opinion». Donc le vote blanc se caractérise aussi sur certains objets dans une même enveloppe alors on vote pour d'autres. Mais ça, c'est pas comptabilisé que je sache. Donc voilà, effectivement, il faudrait amener les gens de toute façon à ouvrir l'enveloppe quand il y a 9 objets cantonaux, 2 objets fédéraux, plus une élection complémentaire, normalement les gens doivent se sentir concernés par, au moins quelques objets ou l'élection. Là oui, c'est une perte. Après il y a des objets pour lesquels c'est compliqué, hein. Prenons la taxation, des résidences secondaires, là c'est des objets quand même un petit peu techniques et même quand on suit les débats, on a du mal à se forger une opinion parce qu'on n'a pas toujours les éléments, qui permettent, de se déterminer. Voilà, donc il faut voir qu'il y a une certaine plasticité là-dedans. On peut se saisir de l'enveloppe, il faudrait se saisir en fait, c'est un devoir, hein, civique. C'est une responsabilité individuelle de se saisir de l'enveloppe, mais derrière, il faut que les gens sachent que s'ils se sentent pas de cocher telle ou telle case, ou sur telle ou telle ligne, ils ont le droit de voter blanc. Ah non, mais dans cette idée-là, alors justement, tu me tends la perche. Tu l'as montré aussi toi, Victor, à travers ton graphique. Est-ce que finalement le nombre de scrutins, ça a pas un facteur, mais qui peut être, faire peur aux citoyens? Il faudrait peut-être réduire le nombre de scrutins pour redonner, sens au vote ou de participation aux citoyens. Et dans cette idée, ça c'est une sous-question, on est envahi d'initiatives, de référendums. Il y a cette idée de voilà, est-ce que les seuils de signature aujourd'hui, est-ce qu'ils sont peut-être pas trop bas? J'avais ça va de 2 à 1,5 pour des référendums. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, peut-être toi, Victor? Bah, effectivement, Genève, c'est une situation un poil particulière au sens où on a un taux de scrutin, référendum, et initiative bien plus élevé que les autres cantons. C'est dû principalement à 2 facteurs. Le premier, c'est effectivement qu'on a abaissé le seuil du nombre de signatures requises et le deuxième, qui est peut-être un peu plus implicite et moins évident, c'est qu'on a une polarisation assez forte à Genève avec un grand nombre de partis, des partis qui ne sont pas représentés ou plus représentés, heu, dans les législatifs ou les exécutifs et donc les partis utilisent aussi, la démocratie directe comme un outil de politisation. Alors ceux qui n'y sont plus,
C'est un peu le dernier outil qu'il leur reste quelque part pour rester dans le jeu démocratique. Et même les partis qui sont représentés utilisent clairement les outils de démocratie directe pour voilà, différentes stratégies politiques. Et donc, ce qui fait que, évidemment, on vote très, très, très souvent à Genève, bien plus que dans les autres cantons. Mais je crois que le ratio, il est vraiment presque 3 à 4 fois plus, quoi. On est les rois des votations. On est les rois des votations. Oui, mais moi j'ai quand même envie de dire, abondance de biens ne nuit pas, hein. Bien sûr, il faut trouver un équilibre, mais en même temps, si on devait augmenter le nombre de signatures nécessaires au lancement d'une initiative ou d'un référendum, on mettrait aussi en péril, les équilibres qui sont en fait le fruit de toute une histoire. Donc ne l'oublions pas cette histoire et surtout n'oublions pas que, le droit d'initiative ou de référendum, ce sont des choses qui sont réclamées ailleurs justement dans ces sociétés où, on parle beaucoup de fatigue démocratique. Regardons ici, on est tout près de la France. En France, c'est un enjeu politique important que ce droit, et les gens en fait, justement ne se sentent pas bien représentés par des élites qui sont de plus en plus, éloignées de leurs préoccupations visiblement et les gens ont l'impression de ne pas avoir, voix au chapitre. Ici, on a voix au chapitre, on l'a souvent, peut-être qu'on l'a un petit peu trop mais, entre, le trop et le pas assez, moi je préfère l'excès vers le haut, Excellent, ouais, c'est vrai. en la matière, hein. Victor, est-ce que vous pensez que les citoyens ont encore confiance dans les élus et les institutions? Est-ce que ça serait une raison finalement de pas voter? Première chose à dire, c'est qu'en Suisse, on a des taux de confiance qui sont bien supérieurs à l'ensemble des pays de l'OCDE. Première chose. Deuxième chose, ces taux sont relativement stables. Maintenant, il y a 2 indicateurs de confiance principaux. Un indicateur plus ou moins objectif, c'est à quel point, par exemple pour la confiance envers le gouvernement, à quel point lorsqu'il y a des objets de votation, les gens suivent les recommandations du gouvernement ou s'opposent. Et là, on voit qu'à peu près autour de 75 finalement, la population suit les recommandations du gouvernement. Alors à Genève, c'est un peu plus délicat, ça c'est des données suisses. À Genève, c'est plus délicat parce que le Grand Conseil et le Conseil d'État peuvent donner des recommandations différentes. C'est un petit peu plus dur à calculer. Deuxième élément, on demande aux gens s'ils ont confiance envers leurs institutions. Et il y a des taux relativement hauts pour le gouvernement fédéral, et cetera, autour de 60 mais pour certains, et moi c'est ça qui m'inquiète, pour certaines organisations qui font partie du système politique, notamment les médias et les partis politiques, là on a des taux qui sont relativement bas, autour de 30 voire qui semblent être en diminution. Et ça c'est important parce que ces 2 acteurs finalement sont un petit peu l'interface entre les citoyens et le système politique et c'est vraiment, les lieux quelque part, du débat public et c'est pour ça qu'en fait, moi, mon inquiétude, elle est beaucoup plus au niveau de la qualité du débat public qu'au niveau, du taux de participation. Donc le niveau de confiance envers les institutions classiques, gouvernement, le législatif et cetera, sont relativement bons. En comparaison internationale, on explose tous les scores. Mais, pour ces 2 acteurs-là, là, ça commence à devenir un petit peu problématique, ouais. Et Stéphane, je rappelle donc que vous êtes actif au sein de l'association et pourquoi pas justement vous rencontrez, des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, par rapport, à leur premier vote? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont un peu craintifs, pour voter ou ils sont plutôt très, motivés? Bon, à 18 ans, en général, on aime bien ouvrir l'enveloppe pour voir ce qu'il y a dedans et puis, bon, bah, si on n'est pas un peu persévérant ou persévérante, évidemment, on s'aperçoit très vite que c'est un peu complexe. Donc, souvent, on compte sur les parents pour, nous expliquer, comment ça marche, et donc la famille, on sait, est une manière, d'avoir le pied à l'étrier pour ensuite, devenir votant. Mais enfin, tout le monde n'a pas cette chance. L'école, est censée jouer son rôle aussi là-dedans, mais les jeunes eux-mêmes disent qu'elle ne le fait pas suffisamment. Donc là, il y a des choses qu'il faut, certainement corriger. Le problème, c'est quoi? Bah, c'est que c'est d'abord une complexité que tout le monde ressent, mais particulièrement les jeunes. Il est clair qu'à 18, 19, 20 ans, on est moins bien armé, dans notre connaissance de la vie, du fonctionnement des institutions pour donner son avis. On se sent souvent moins légitime. Peut-être qu'on ressent aussi un petit peu moins certains enjeux, hein. Si on parle de fiscalité, par exemple, bon, bah, c'est vrai qu'à 18 ans, en général, on ne paye pas beaucoup d'impôts.
Quand on en a 35, on commence à voir les choses, différemment. Donc, il y a aussi cette idée-là, hein, c'est que, quand on est jeune, on est un petit peu moins concerné, mais ça ne veut pas dire que, ce sentiment, doit être entretenu. Mais il y a si tu me corrigeras peut-être si je me trompe, mais il y a un peu cet effet de première fois où à 18 ans, le taux me semble assez, respectable. C'est plutôt, à partir de 20-30 ans, enfin dans cette tranche-là où ça baisse relativement, de manière plus importante, il me semble et ça, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Enfin pourquoi? Bon, mais c'est comme pour tout, il y a un effet découverte et puis ensuite, Voilà. 4 fois par an, on reçoit une enveloppe et puis on a d'autres choses à faire. On est pris dans le maelstrom de la vie, de jeune adulte, Dieu Ouais. sait qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Donc voilà, il y a toujours cet effet, de la première fois et puis ensuite, Mmh. peut-être une petite lassitude ou, une indifférence qui se met en place. Mais c'est justement là qu'il faut agir pour éviter que elle se perpétue, ça doit pas devenir une habitude, au contraire. Après une première fois, il faut comprendre que, ça a aussi, beaucoup d'intérêt que la jeunesse fasse entendre sa voix. Peut-être juste une précision, hein, cet effet première fois, il est vraiment hyper léger, hein. Ah oui, oui, oui. On parle de 2-3 et effectivement après il y a un creux à peu près jusqu'à 35 ans où là, les enjeux commencent à nous affecter effectivement personnellement. Après je pense que ce qu'il faut bien dire et voir derrière cette image du faible niveau de participation des jeunes, c'est que peut-être à cet âge-là et enfin, à cet âge-là, il y a aussi d'autres moyens de s'impliquer et de participer qui sont peut-être, moins institutionnalisés. On le voit aussi avec le développement des réseaux sociaux et cetera, ou des manières qui sont, non institutionnelles, des manifestations, des choses comme ça et peut-être qu'un des enjeux aussi alors c'est sûr qu'il faut donner tous les moyens aux jeunes de pouvoir s'informer, de comprendre et de pouvoir participer à la politique institutionnelle, élection, votation, mais également, de créer des nouveaux espaces d'expression pour la jeunesse où ils vont pouvoir, comment dire? Articuler leurs propres perspectives, et la transmettre d'une certaine manière, aux autorités politiques et alors est-ce qu'il faut créer des espaces que pour les jeunes, des espaces intergénérationnels? C'est tout ça un petit peu l'enjeu aussi d'ouvrir finalement, d'autres opportunités de participation, au sens où il est clair que le vote, l'élection sont au centre, c'est l'opportunité centrale dans notre jeu démocratique, mais c'est clairement pas la seule option qu'on pourrait avoir. Et en fait, pour revenir à la question de l'abstention, finalement, l'important, c'est d'avoir différents canaux, différentes opportunités de participation pour s'assurer que tout le monde puisse finalement choisir son canal d'expression qui lui correspond le mieux. Il faut aussi accepter que certaines personnes voilà, ne souhaitent pas participer, sont pas intéressés par la politique ou sont pas intéressés par la participation politique, classique et préféreraient, s'exprimer différemment. Tu des exemples toi, Victor, justement, ça, comment faire participer davantage les jeunes à la démocratie? Je travaille pas spécifiquement sur le public jeune. L'idée, c'est de faire se rencontrer, en fait, différents publics, aussi pour, décloisonner les différentes perspectives. Moi, comme je l'ai dit en début d'interview, une de mes principales craintes, c'est justement la polarisation et en fait, un des outils, les plus en vogue sur lesquels on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle les assemblées citoyennes, où en fait, le but, c'est de mettre des gens on s'assure que c'est des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des perspectives différentes, de les mettre ensemble et à travers un processus de discussion, de conversation, facilité avec des facilitateurs neutres et cetera, on s'assure que ces gens-là délibèrent et en fait construisent ensemble quelque chose qui essaie de se rapprocher, du consensus. Donc finalement, c'est une opportunité de participation, contrairement aux initiatives et aux référendums où on lance une proposition avec des gens qui pensent comme nous. Là, on se met autour de la table avec des gens qui pensent pas comme nous et là, on essaye de construire quelque chose qui puisse être plus ou moins consensuel. Donc voilà, c'est un complément qu'on explore. Je rebondis, sur les réseaux sociaux justement. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ils sont plutôt là, ils vont plutôt encourager, la participation? Ou bien vous pensez plutôt que, finalement, ça va défavoriser cette participation? Est-ce qu'il y a une illusion de participation qui est, faite sur les réseaux sociaux? Vous en pensez quoi, de Stéphane, de cette idée, de ces réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est un outil, hein, donc il faut d'abord le considérer comme un outil qui peut avoir, ses effets bénéfiques comme ses effets, néfastes, hein. Hem
Je pense que tout ce qui favorise le débat public doit être promu, hein, mais un débat public qui repose sur des bases saines, c'est-à-dire, voilà, une expression, qui est fondée, sur des faits avec, la volonté de faire progresser le débat. Malheureusement sur les réseaux sociaux justement parfois, voilà, on est face à des gens qui ne cherchent qu'à influencer, mais pas forcément avec les bons arguments donc voilà, on peut trouver, ce qu'on cherche sur les réseaux et il faut être attentif à ce que les jeunes en particulier, puisqu'ils sont très, présents sur les réseaux, trouvent les bonnes sources d'informations. J'aime bien cette idée d'illusion de la participation. C'est vrai qu'on met un commentaire et on a l'impression d'avoir, exprimé notre avis. Je pense qu'il y a aussi une certaine illusion de l'information Mmh. via les réseaux sociaux. Mais paradoxalement, les gens sont pas dupes. Là, j'ai des statistiques par rapport aux réseaux sociaux sur la question de la confiance. Alors, les réseaux sociaux sont clairement tout en bas parmi les différentes, sources de confiance. Donc 64 ne leur font pas du tout confiance et 31 ne leur font pas beaucoup confiance. Donc vous faites le calcul, ça fait pas grand monde qui fait confiance aux réseaux sociaux. Donc il y a un peu ce paradoxe où finalement c'est au centre de nos vies, mais on sait que qu'on ne doit pas y faire confiance. Maintenant, c'est certain qu'on a, tout un tas, d'outils digitaux qui pourraient aussi complémenter le fonctionnement, de la démocratie. Mais il s'agit effectivement de les structurer d'une manière pour que ça fonctionne justement pas comme un réseau social, que les gens puissent discuter avec une certaine modération. Et autre chose, c'est qu'on doit éviter quelque part le biais d'autosélection, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux finalement avec les algorithmes, bah, vous discutez avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes idées que vous ou alors vous allez justement, aller attaquer des gens qui ont des idées complètement différentes. Là, il faut construire des plateformes digitales où on peut voir un petit peu qui participe et s'assurer qu'il y ait une diversité et que cette confrontation, d'opinions, puisse se faire, de manière apaisée et qu'elle donne quelque chose de constructif. On parle du digital, le vote électronique, est-ce que ça serait une piste? Enfin, je il n'existe plus. Est-ce que ça pourrait, motiver davantage ces jeunes? Bon, c'est certainement qu'on y viendra, mais enfin, s'il devait y avoir un vote électronique, à l'avenir, il faudra vraiment bien penser la chose pour que, on s'assure d'abord que ce soit, bien, sûr par rapport à des influences extérieures et 2, que les gens puissent voter après avoir réfléchi. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre, un like à droite, un dislike à gauche et puis ça y est, j'ai voté, je me suis prononcé. La démocratie, c'est quand même, autre chose, c'est le débat, la réflexion, une manière de se forger l'opinion dans la confrontation et ça, il faut vraiment le préserver. Donc l'outil peut être très intéressant, mais je dirais, une fois qu'on s'est assuré que le débat public a bien eu lieu et qu'il a été de bonne qualité. Peut-être j'ai quelques chiffres par rapport à ça parce qu'il y avait eu, une expérimentation à Genève il y a une dizaine d'années. Donc l'apport du vote électronique a finalement, pas augmenté la participation, de façon substantielle. Au niveau agrégé, on voit vraiment pas de, comment dire? On gagne pas de points de participation. On voit quelques effets relativement modestes au niveau individuel, notamment, ça augmente légèrement la participation des personnes qui ne votent généralement pas ou peu. Par contre, effet négatif, ça semble augmenter la différence de participation entre les hommes et les femmes et entre les jeunes et les personnes plus âgées. Alors après, il y a des pays comme, l'Estonie où ça marche super bien. Où c'est rentré dans le logiciel, démocratique, du pays et puis ça marche super bien. J'allais vous dire justement finalement de qui on pourrait s'inspirer pour innover dans ce geste démocratique? Qui fait quoi et de qui on pourrait s'inspirer? Alors, beaucoup de gens font différentes choses, enfin il y a plein d'expérimentations dans plein de pays différents, à plein d'échelles différentes. Il y a réellement mouvement global, d'innovation démocratique. Maintenant Quelques exemples, si tu en as. quelques exemples. Bon alors par exemple, aux États-Unis, avant que la situation actuelle ne se pose, il y avait dans certains États un outil qu'on a d'ailleurs expérimenté en Suisse, qui est lié à la démocratie directe, qui est où en fait, pour aider les gens à se prononcer sur un enjeu, plutôt que de simplement pouvoir suivre les prises de position des partis, on tirait au sort des citoyens ordinaires, on s'assurait d'une certaine représentativité et on les faisait travailler ensemble pour qu'ils aboutissent au bout de 2 week-ends sur, une notice, relativement simple qui explique dans des mots
de citoyens ordinaires quel est l'objet de votation et qui donne 3 arguments pour, 3 arguments contre, pour aider les gens à se prononcer. Dans certains cas, il y avait une recommandation de vote, dans d'autres pas. En Suisse, on a choisi de ne pas mettre de recommandation de vote, mais ça, c'est typiquement un outil qu'on a testé dans différents endroits en Suisse, dont 2 fois à Genève, en partenariat avec la chancellerie, et la deuxième fois, c'est la chancellerie et le département du territoire qui l'ont fait en novembre de l'année passée. C'est exactement ce que fait la Fédération suisse des parlements des jeunes, avec, les jeunes et avec les petites brochures «Ici vote». Quand il y a une votation fédérale, eh bien, il y a une manière plus simple, plus directe de présenter les objets. Il n'y a pas de consigne de vote, mais on cherche aussi à bien montrer les tenants aboutissants avec un vocabulaire simple pour que les jeunes puissent se sentir plus légitimes à voter. Donc, c'est aussi des choses qu'on applique aujourd'hui au niveau fédéral, même si, voilà, tous les cantons n'y sont pas abonnés, tous les jeunes ne reçoivent pas ça dans leur enveloppe. Et il y aurait autre chose, enfin, voilà, donc ça, là, on l'applique déjà, mais est-ce qu'il y a vraiment tu as parlé de Oui, il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi ce qu'on appelle les budgets participatifs, où là, il y a une enveloppe ou un pourcentage du budget d'une collectivité qui est quelque part discuté par des citoyens qui, eux, doivent se prononcer sur comment est-ce qu'on va attribuer ce budget-là. Ça se faisait beaucoup en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Ça a un petit peu périclité pour différentes raisons, mais ça, c'est aussi clairement un outil presque de participation plus large qu'une assemblée citoyenne où on a seulement un petit groupe. Donc voilà, il y a ce type d'outil-là. Il y a différentes plateformes digitales. Là, à Genève, effectivement, il y a une plateforme, Decidim, qu'on doit un petit peu retravailler pour qu'elle soit attractive et qu'elle puisse remplir tout son potentiel. et je voulais avoir votre avis aussi sur, rendre le vote obligatoire. Est-ce que ça serait plutôt négatif, positif? Je crois il me semble qu'il y a un canton en Suisse qui le fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on en sait de ces conclusions-là? Moi, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens de décider s'ils souhaitent participer ou pas, en les obligeant quelque part. Est-ce qu'on risque pas de pousser ceux qui avaient pas envie de participer à voter «au bol» entre guillemets? Oh, mais c'est un devoir quand même, tu l'as rappelé aussi. Oui, mais c'est un devoir qui intervient, je le rappelle encore, après tout un processus où on a pu se forger une opinion. On s'est intéressé aux enjeux et au débat public. Donc, si c'est effectivement mettre une croix pour éviter une amende comme ça peut se faire, par exemple en Belgique, c'est un peu dommageable. On parle de devoir, mais c'est plus un devoir moral, de citoyen, je dirais. Donc après, chaque personne fait comme elle peut, mais nous, il faut qu'on arrive à tous les niveaux, Victor, avec l'université, nous avec, les jeunes dans le mouvement associatif, à faire en sorte que les gens se sentent vraiment légitimes et qui sont attendus parce que, des bonnes décisions seront prises par la collectivité bien représentée. C'est ça, cet enjeu que les gens doivent comprendre. C'est pas chacun pour soi dans la démocratie, au contraire, c'est une question de cohésion, de collectif et ça, c'est une valeur qu'il faut qu'on puisse promouvoir. Chez les jeunes, c'est très important qu'ils puissent le comprendre aussi dès le plus jeune âge. Notre système scolaire n'a pas forcément favorisé ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est, «Tiens, assieds-toi là, tu seras dans telle classe avec tel camarade, avec tel prof, à telle heure pour telle matière». Et puis, en fait, la marge de manœuvre des jeunes, elle est souvent très, très restreinte dans, leur, occupation principale, l'école. Bon, eh ben, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on parle un peu plus d'instances participatives pour que les jeunes puissent, être un peu plus en prise avec la réalité, qu'ils puissent avoir une certaine marge de décision. Ça s'apprend tout ça et lorsque les gens seront tous vraiment impliqués dans la vie de tous les jours et que la jeunesse aura appris à s'engager, dès le plus jeune âge, les choses deviendront aussi assez naturelles. Un bulletin de vote, c'est une opportunité de s'exprimer, c'est pas un devoir lassant, c'est une opportunité et il y a beaucoup de gens qui nous l'envient cette opportunité. Rappelons-le quand même, hein, la démocratie dans le monde aussi, elle est en train de reculer, on le voit bien, hein. Donc rappelons-nous que ça n'est pas un acquis éternel, et ça, c'est aussi une chose que les jeunes doivent comprendre. Donc vote obligatoire, mauvaise idée. Si on en a réellement besoin, parce que les gens ne votent plus du tout, pourquoi pas? Après le vote obligatoire, comment dire? Comme toute obligation, il y a une sanction derrière. Est-ce qu'il y aura pas aussi une inégalité de traitement dans la sanction? C'est-à-dire que finalement,
Si l'amende, c'est 50 francs, bah, si vous avez les moyens, vous pouvez complètement vous permettre d'être abstentionniste et puis, bah, ça pèsera davantage sur les personnes, qui ont moins de moyens et qui se forceront à voter peut-être sans s'être réellement forgé une opinion, quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des solutions, mais, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que le principal enjeu, c'est plutôt dans un délitement de la cohésion sociale, hein. Une polarisation qui se creuse et le fait que là, on va être confronté à des crises, à des enjeux et si on ne sait pas collaborer ensemble et se coordonner avec des personnes avec qui on est en désaccord, en fait, pour moi, le souci principal, il est là. Comment est-ce qu'on va apprendre à gérer ce désaccord? Le vote majoritaire, il décide qui gagne ou qui perd, mais finalement, il ne règle pas le désaccord et il n'amène pas, vers une recherche de consensus. Donc moi, je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là qu'il faut bien considérer. Ouais, d'autant plus en Suisse qu'on a cette tradition du consensus, hein. Exact. Vous dites qu'il faut se forger une opinion avant de voter. Enfin, les gens souvent vont sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'il faut apprendre finalement à pas être d'accord, enfin, ensemble. Ils vont quand même sur ces réseaux sociaux, puis on voit que les partis, politiques, utilisent aussi ces réseaux pour justement parler, bah, notamment aux jeunes. Il y a, peut-être une impression de proximité aussi qui va être relayée sur ces réseaux sociaux. Des scandales aussi qui sont plus rapidement, relayés aussi. Finalement, ça peut aussi accentuer, je sais pas, le charisme, des politiciens, forcer les traits selon la stratégie, de communication. Est-ce que les jeunes, ils ont l'habitude de ces réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a toute une stratégie aussi qui est développée? À mon avis, oui, parce que, d'abord, il faut faire confiance aux jeunes, hein, ils sont, Victor a cité des chiffres, hein, les gens voient les réseaux sociaux, ça peut les amuser, mais ça veut pas forcément dire qu'il y a adhésion si ils sont sur tel ou tel enfin, ils suivent tel ou tel influenceur. Je crois que là, l'école a un rôle, absolument essentiel à jouer. Ce qui sauve la démocratie et ce qui est à la sève de la démocratie, c'est le sens critique des personnes qui ont le droit de vote. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la controverse. Alors ça, c'est quelque chose de très, très important et puis, voilà, typiquement, à Genève avec le DIP, on développe, ce programme Genève Débat qui apprend aux jeunes et on en touche des milliers chaque année, à débattre, à se confronter à des opinions autres que les leurs et à comprendre que derrière, une opinion, il doit y avoir, des arguments fondés. Je crois que c'est surtout ça. Il faut faire attention à l'émotionnel, tout ça, ça s'apprend en fait. Donc on a le droit d'être ému et puis au bout d'un moment, on se dit: «Bon, mais» enfin voilà, on fait un pas en arrière, un pas de côté, puis on se dit: «Bon, mais concrètement, qu'est-ce que j'en pense?» Et puis, il y a des moyens, hein, ça fait longtemps qu'on développe ça, nous autres êtres humains pour rationaliser un peu toutes les informations, que qu'on reçoit. Donc l'école a un rôle essentiel à jouer et puis, après la période de formation, il y a des médias, bah, par exemple, Genève Attractive qui contribuent aussi à diffuser, des informations qui sont des informations vérifiées, qui permettent d'exercer ce sens critique, qu'il vaudrait mieux, effectivement, développer chez les jeunes dès le plus jeune âge. Est-ce que la confédération aussi, elle devrait pas être peut-être plus, présente sur ces réseaux sociaux, en faire plus? On a tous ces partis politiques, mais est-ce que la confédération, elle va informer, le public? Il y a ces dépliants, de vote, et cetera, qui sont bien expliqués. Est-ce qu'elle en fait assez aussi sur les réseaux? Alors, il y a des petites vidéos maintenant qui sont réalisées, et qui sont des vidéos, le plus très informatives, les plus neutres possibles et cetera et l'enjeu est là, c'est qu'il faut que toutes les forces de bonne volonté qui veulent soigner la démocratie et qui acceptent la controverse, qui acceptent qu'il y ait, des majorités, des minorités, puissent, avoir, la force de présenter, ces qualités essentielles du système démocratique. Je peux juste ajouter 2 choses sur les réseaux sociaux, Oui. par rapport à la confédération. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est au niveau de la régulation des réseaux sociaux, qui est pour l'instant relativement, dérégulés et libres de faire ce qu'ils veulent. Notamment, il y a, comme je l'ai dit, des algorithmes qui maintenant deviennent des institutions en soi, au sens où elles biaisent le débat public. C'est-à-dire que vous allez discuter avec des gens qui pensent généralement comme vous. Ça va créer ce qu'on appelle des chambres d'écho qui peuvent mener à une certaine «radicalisation» entre guillemets, parce que vous vous rendez compte qu'avec les gens avec qui vous parlez, tout le monde pense plus ou moins comme vous
et puis vous montez le chou mutuellement, et puis vous devenez de plus en plus radicaux. Ça, c'est un enjeu. Et l'autre, c'est celui que vous avez mentionné, vous avez parlé du charisme. Moi, ma crainte avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une certaine personnalisation de la vie politique. On va trouver telle ou telle personne cool, etc. Et puis, c'est des gens qui sont un peu disruptifs, qui disent les choses tout haut que tout le monde pense tout bas, etc. Et voilà, ça a été dit il y a 130 ans par Max Weber, la légitimité charismatique au sens où une personnalité exceptionnelle, on va la suivre corps et âme, c'est pas la base d'un système démocratique fonctionnel. La base d'un système démocratique fonctionnel, c'est la légitimité rationnelle légale. Légale, on se base sur certaines procédures pour prendre des décisions, et rationnelle, on suit des gens qui ont une certaine compétence. Là, il y a un truc complètement irrationnel où on va finalement suivre des gens simplement parce qu'ils ont du charisme et que ils sont un peu disruptifs. Et ça m'inquiète beaucoup. Ouais. On va conclure sur ce débat, ce podcast. Je voulais vous poser la question, parce qu'on parlait du taux de participation. Vous, si vous devez me donner chacun votre tour votre recommandation pour améliorer le taux de participation dans les années à venir. Victor, Stéphane, vas-y. Stéphane, si tu as Alors, dans ton chapeau, qu'est-ce oui, que... il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voudrais insister. D'abord, la jeunesse. C'est clair que là, il y a du travail à faire et c'est ce à quoi s'attaque, et pourquoi pas. Nous, on mise en fait sur le contre-pied aux réseaux sociaux, c'est-à-dire la rencontre physique des gens. C'est la petite agora qu'on cherche à recréer dans tout le canton, et à chaque fois qu'il y a des votations, on crée 50 petites soirées en l'espace de 10 jours dans toute une série de communes, et ce sont des moments animés par des jeunes qui ont été formés, qui parlent avec d'autres jeunes, et on a un retour, disons de satisfaction des jeunes qui participent, qui est absolument exceptionnel. Les jeunes sont très, très contents. Alors ça, c'est un programme qui débute et qui a vocation à s'étendre en Suisse, on l'espère, mais qui pourrait changer quand même la donne, en termes de participation des jeunes. Et là, on peut imaginer que, alors voilà, on va pas citer de chiffres, mais enfin, on peut imaginer que mécaniquement, on arrive à des résultats un peu meilleurs. Et puis l'autre piste, c'est les étrangers. Il y a des étrangers qui se font naturaliser, d'accord? Et à Genève, chaque année, il y a environ 1 300 personnes qui ont 18 ans et plus, qui deviennent suisses. Ces personnes acquièrent de fait un droit de vote. Et je ne crois pas qu'il y ait un accompagnement de ces personnes pour qu'elles puissent apprendre à voter. Et je pense que là, c'est un petit enjeu, mais quand même qui est réel. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'en occupe pour que ces gens puissent devenir des citoyens de plein droit. Quand on vient de l'étranger, alors bon, bien sûr, il y a aussi des gens qui peuvent être nés en Suisse, etc. Mais s'ils sont des gens qui sont en Suisse depuis relativement peu de temps, évidemment, c'est un obstacle supplémentaire à leur participation. C'est dommage que ces personnes-là viennent grossir les rangs des abstentionnistes par manque d'accompagnement. Donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, et de manière relativement simple et efficace. Donc sur les naturalisés, c'est ça. Sur les personnes naturalisées. Et chaque année, ça représente quand même une cohorte. Alors, entre les jeunes qui acquièrent les jeunes qui acquièrent la majorité, donc qui ont 18 ans, qui sont suisses, plus toutes les personnes qui se font naturaliser, qui ont 18 ans et plus, c'est quand même entre 1 et 1,5% du corps électoral à Genève. Voilà, année après année, en cumulé, ça finit par faire la différence. Toi, Victor, tes recommandations? Alors moi, mon souci, c'est pas tellement le taux de participation, mais plutôt la qualité de la participation et les différents obstacles à la participation. Stéphane mentionnait les résidents étrangers. C'est vrai que dès qu'ils acquièrent le droit de vote au niveau local, ils participent 15% en moins que les citoyens suisses. Donc, c'est un enjeu. Ils se sentent pas nécessairement compétents, pas nécessairement informés. Certaines personnes ne savent même pas qu'ils peuvent le faire. Donc, il y a tout un travail d'information, de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Après, il y a une catégorie de la population, de la population étrangère qui n'a pas le droit de vote. Ces gens-là sont aussi des résidents, sont aussi des gens qui, quelque part, vivent les décisions politiques, ils payent des impôts, etc. Je pense qu'il faut aussi trouver des mécanismes pour les faire participer. Ça ne veut pas nécessairement leur donner des droits politiques, mais typiquement à l'échelle locale, et c'est ce qu'on a expérimenté dans plusieurs communes à Genève, créer ce qu'on appelle un conseil des habitants,
où tous les habitants de la commune peuvent venir participer, faire des propositions concrètes pour la commune. Donc moi, je suis beaucoup plus dans le développement de ce type de piste-là, où en fait, on va mettre des gens différents autour de la table pour qu'ils co-construisent quelque chose de plus ou moins consensuel, pour en fait apporter un complément aux différents outils qui existent déjà, qui doivent être renforcés, hein, l'information, et cetera. Et ultimement, moi, je pense que ce qu'il faut faire, parce on a toute une palette d'enjeux démocratiques. Le taux de participation en est seulement une, mais il faut en fait construire une manière, des processus, des possibilités où les gens se réattribuent l'enjeu démocratique et se projettent dans l'évolution de ce système, se projettent dans l'innovation. En fait, il faut une dynamique d'innovation où on dit: «OK, on a un système qui est très bien, mais il n'est pas parfait. Et vu qu'il n'est pas parfait, on peut l'améliorer. Et si on veut améliorer notre système démocratique, il faut, dans une certaine mesure, que les citoyens participent aussi à l'amélioration de ce système-là. Il faut ouvrir un tout petit peu les horizons qui, pour l'instant, me semblent relativement fermés, notamment en Suisse, parce que on se dit on a la démocratie directe, on n'a rien besoin de plus. Mais la démocratie, c'est quelque chose qui se nourrit, comme tu disais, quelque chose qui doit être en constante évolution. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire évoluer en étant des techniciens, moi derrière mon bureau. Il faut aller sur le terrain et il faut voir avec les citoyens quelle démocratie ils veulent et vers quoi ils veulent s'orienter. C'est la fin de cet épisode. Un immense merci à nos invités du jour, Victor Sanchez et Stéphane Garcia, pour leurs éclairages sur la participation citoyenne. On espère que cette discussion vous a intéressé et donné matière à réflexion. Pour ne rien manquer de nos prochains échanges, pensez à vous abonner à nos chaînes sur Spotify et YouTube. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.